Je vais commencer si vous le permettez. Bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue dans cette conférence. Euh, le programme est un petit peu dense. Je vous explique, j'ai l'habitude de le faire, d'expliquer comment sont préparées ces conférences. En fait, il y a le point psychologique, il y a le point médical parfois, et il y a le point neuroscientifique avec des ponts qui sont établis avec la philosophie quand l'occasion m'est donnée. Donc, j'interconnecte, si vous voulez, trois disciplines et ça permet finalement d'élargir la perspective du point qui est exposé. Voilà. Donc, de l'aborder sous des angles un petit peu différents. Je voudrais commencer par un point simple, presque solennel, entre guillemets, à savoir que si vous êtes ici en tant que personne concernée ou en tant que proche même, c'est probablement que vous avez rencontré de près ou de loin un espèce de mélange un peu particulier d'énigmes et de souffrances que produit justement le trouble neurologique fonctionnel qu'on va simplifier en appelant TNF. Donc, je rappelle que le TNF, c'est un trouble où les symptômes sont bien réels, ils sont parfois même impressionnants, tonitruants, invalidants, et où pourtant l'explication, elle tarde, elle se brouille, elle se contredit, et parfois même elle arrive tard. Donc, ce que je vous propose, c'est un fil conducteur, c'est-à-dire comprendre comment les boucles sensorimotrices et attentionnelles vont se désaccorder dans le TNF et surtout comment on peut le réorganiser par la rééducation, par le mouvement, par la modulation de l'attention, la diminution du surcontrôle et la reconstruction d'une chose assez décisive qui est l'élan. Vous savez, le TNF, c'est un de ces territoires où l'espoir n'est pas un slogan. C'est une conséquence logique de la plasticité cérébrale. Albert Camus, il disait la chose suivante. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Au milieu de l'hiver, j'apprenais en moi qu'il y avait un été invincible. Et donc cette phrase, si on la prend au sérieux, elle n'est pas seulement littéraire, elle est également clinique. Voici comment. En fait, très souvent, le TNF installe un espèce d'hiver intérieur, un hiver de la confiance, un hiver du possible, un hiver où on finit par organiser sa vie autour d'une question qui est obsédante, et si ça recommence? Et si ça ne marche pas? Et marcher veut dire, ce qui veut dire que marcher devient incertain, sortir devient risqué, se montrer devient parfois honteux, et on n'éprouve pas seulement un trouble moteur, on éprouve une altération de l'horizon. Si bien que l'individu a l'impression que son avenir se rétrécit, son monde se contracte, on calcule, on évite, on se protège, c'est pas évident. Or, quand on vit cela, la résignation, elle peut s'installer assez rapidement comme une forme de conclusion raisonnable, presque logique. La résignation, vous savez, c'est ce moment-là où l'esprit, il transforme la fatigue en philosophie de la fatalité, c'est-à-dire à quoi bon? À quoi bon tous ces efforts? Et la récurrence en destin, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Autrement dit, la résignation n'est pas seulement un affect, un sentiment, c'est une interprétation du réel. Ce n'est plus seulement je n'en peux plus, c'est le monde est ainsi et rien ne peut changer. C'est l'épuisement qui cesse d'être une expérience transitoire et qui devient une doctrine intérieure qui régit l'individu. Quant à la récurrence des échecs, ça devient presque une essence. Alors, je veux déculpabiliser radicalement ici, à savoir que la résignation n'est pas un vice moral. De toute façon, on ne fait pas de morale ici. Elle est souvent une conclusion apprise qui est issue de la répétition des échecs, de l'incompréhension, parfois même des soupçons,
et surtout de cette expérience un peu particulièrement désorganisante, à savoir mon corps ne me répond plus comme avant. Donc le premier acte thérapeutique, c'est un acte épistémique, c'est-à-dire un acte de connaissance. C'est-à-dire, il faut rendre pensable ici qu'un chemin existe, non pas en disant ne vous inquiétez pas ou il ne faut pas que je m'inquiète, mais il va falloir prononcer et surtout penser quelque chose de plus consistant que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas dans ma tête ou ce n'est pas dans votre tête, au sens où ce serait imaginaire, mais c'est dans les circuits, dans la manière dont le cerveau il organise les fonctions et ces circuits se modifient. Et quand on dit cela, eh bien on ouvre une voie parce que le trouble, lui, il relève de la fonction, alors il relève aussi en partie de l'apprentissage. Et l'été invincible dont nous parle Camus, ici, c'est cette capacité du cerveau à se réorganiser, même après des mois, parfois même des années de dysfonction. Donc ça prend en effet beaucoup de temps. Alors justement, pour que cette éventualité elle soit crédible, il va falloir clarifier ce que fonction ou fonctionnel plutôt signifie. On ne va pas le réduire, on ne va pas le psychologiser, on ne va pas tomber dans l'opposition stérile entre neurologie et psychologie, mais je vais commencer déjà pour appuyer mon raisonnement par une citation de Bachelard. Il nous dit la chose suivante: la connaissance du réel, c'est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Eh bien, le TNF, lui, il vit dans ces zones où la lumière de la médecine moderne, par exemple l'imagerie, les analyses et les électroencéphalogrammes, les examens sophistiqués, ça projette des ombres. Et ces ombres ont un effet psychologique qui est redoutable. Ça suggère aux patients qu'il n'y a rien. Et beaucoup d'entre vous se sont déjà entendus dire qu'il n'y avait rien. On ne voit rien dans l'IRM, par exemple. Voire pire, parfois on vous dit ah ben il invente probablement. Alors que le vrai problème, il est ailleurs. Il est ailleurs. Il est dans la dynamique, dans la coordination, il est dans la façon dont le cerveau, il orchestre le mouvement et la façon dont il expérimente. C'est-à-dire dont il le vit. Il vit ce mouvement. Et c'est ici qu'il faut changer de grammaire médicale. Une lésion, c'est un défaut de structure. C'est un tissu qui est altéré. C'est une cicatrice, une atteinte qui est assez visible. Une dysfonction, c'est un défaut de régulation. C'est le système est capable, c'est ça ce que ça veut dire, le système est capable, mais il s'organise mal. Il se verrouille, il s'emballe, il se désaccorde. Et il est essentiel de le dire simplement, fonctionnel ne veut pas dire imaginaire. Ça veut dire que ça dysfonctionne. C'est l'accès au programme, pas forcément le programme lui-même, qui est défaillant. Donc l'accès au programme qui, lui, est défaillant. Et donc dans le TNF, la clinique contemporaine ne s'appuie pas seulement sur l'exclusion, elle s'appuie sur des signes positifs. Par exemple, la distractibilité, les tremblements, ou la faiblesse de la hanche, ou des mouvements asynchrones, etc. Donc, ça s'appuie sur des signes positifs, des profils, de la variabilité, de la distractibilité, de l'incohérence interne. Ça n'est pas pour piéger le patient, mais pour montrer quelque chose de capital. La fonction peut redevenir normale que dans certaines conditions. Et ça, c'est la signature d'un trouble où la porte peut se réouvrir plutôt, avec méthode. Enfin, l'approche, elle nous oblige à dépasser nos vieux dualismes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté le cerveau vrai et de l'autre côté la psychologie qui est suspecte. Il y a plusieurs niveaux d'explication qui coopèrent. On a les réseaux cérébraux, l'attention, l'attente, la menace, l'habitude, les comportements d'évitement, le contexte social, tout ceci intervient et est interconnecté. Et donc le TNF n'est pas une énigme entre le neurologique et le psychologique, c'est un trouble où le neurologique et le psychologique se croisillonnent, ils se tressent. Mais si on veut être encore un peu plus concret, il faut redescendre du concept vers l'expérience intime.
comment le TNF modifie le rapport au corps, au mouvement et au monde. Alors, le corps, disait Maurice Merleau-Ponty, c'est notre moyen général d'avoir un monde. La plupart du temps, on ne vit pas dans notre corps comme dans une machine. On vit par lui, à travers une évidence qui est silencieuse. Marcher, écrire, se retourner, saisir un verre, les gestes ordinaires du quotidien, et qui sont totalement transparents. Ils appartiennent au registre de l'évidence, parce qu'on n'y prête plus attention, comme si le corps savait avant nous. Or, le TNF, il vient justement briser cette transparence. Il vient briser cet automatisme. Le mouvement devient un objet d'observation, et parfois même un objet de crainte quand on n'y parvient pas. Et quand le geste ou le regard d'autrui, il s'effondre ou se déforme, le sujet va éprouver quelque chose de plus radical qu'une imitation. C'est une espèce d'étrangeté qu'il va percevoir. Et cette étrangeté, justement, elle renvoie à un concept central en neuropsychologie, c'est celui d'agentivité. Je m'explique. L'agentivité, c'est le sentiment d'être l'auteur de son action. Donc, le patient dit, je veux bouger, mais ça ne part pas. Je l'entends, je comprends, mais je ne peux pas répondre. Ou encore, je sens venir la crise, mais je ne peux pas l'en empêcher. Donc ces formulations, elles sont précieuses. Elles renseignent sur l'existence d'un conflit entre intention, sensation, contrôle, comme si le système moteur et le système de contrôle n'étaient plus synchronisés. Autrement dit, dans un cerveau sans dysfonctionnement, les réseaux sensorimoteurs, ils produisent le geste. Et tandis que d'autres réseaux, comme celui de l'attention, celui de l'émotion, la salience, ça va réguler l'accès au geste. Et donc, dans le TNF, l'accès au geste, il se dérègle. Le mouvement existe dans le répertoire, dans notre mémoire, mais la porte d'entrée, elle est encombrée par la vigilance, la prédiction d'échec ou la menace. Et c'est pourquoi la clinique, elle observe parfois des phénomènes assez paradoxaux, c'est-à-dire un patient peut marcher mieux en rythme, en arrière, en portant un objet, ou lorsqu'il est absorbé par une autre tâche. Et ce paradoxe, ça n'est pas un argument contre le symptôme. C'est au contraire la preuve qu'on est sur le terrain de la fonction, du fonctionnel. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de redonner au patient des mots pour pouvoir décrire l'expérience sans en avoir honte. La honte, c'est un poison cognitif. Elle fait survenir l'idée du je suis faible, je simule malgré moi, on va me juger. Or, ces idées-là, elles renforcent la menace. Ça renforce l'état d'anxiété et donc le symptôme. Nommer le TNF comme un trouble du corps vécu et de l'agentivité, c'est déjà une façon de desserrer l'étau. Ce n'est pas vous contre vous-même, c'est un système qui s'est juste désaccordé et qu'on peut réaccorder avec le temps. Ce qui trouble les hommes, disait Épictète, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Quel rapport avec le TNF? Dans le TNF, justement, jugement veut dire attribution de sens et surtout attribution de danger. Le cerveau, c'est un organe de survie dans le sens où il va hiérarchiser. Il va décider en permanence ce qui est menaçant, ce qui est important, ce qui doit être surveillé, de ce qui ne doit pas l'être. Or, quand un signal corporel est interprété comme menaçant, il y a une sensation de faiblesse, par exemple, un vertige, un fourmillement, une tension. Eh bien, le système d'alerte, c'est-à-dire l'amygdale, elle va s'activer. L'amygdale, c'est cette petite amande qui se trouve au niveau du cerveau. Elle s'active. Cette activation, elle change la respiration. Elle va changer, elle va modifier la posture du corps. Elle va modifier la tension musculaire. Et surtout, elle attire l'attention vers le corps. En fait, cette amygdale, c'est un peu le dieu protecteur. Comment vous dire?
Admettons que je sors du TNF, c'est juste pour vous expliquer son rôle. Admettons que vous soyez en train de marcher dans la rue et d'un coup, vous apercevez un petit peu loin, mais vos yeux ne sont pas capables de distinguer s'il s'agit de quelque chose de vivant ou de quelque chose d'inerte. Vous apercevez quelque chose qui est un petit peu long, marron, qui est à peu près 30, 40 cm, 50 cm. Vous ne savez pas trop ce que c'est un peu serpenté comme ça. Vous vous dites quoi? Est-ce que c'est un morceau de bois? Est-ce que c'est un serpent? Vous ne savez pas trop. Donc du coup, l'amygdale, elle se met en activation. Elle vous dit, attention, ça peut être un serpent. Donc danger, il y a. Si danger il y a, ça veut dire que l'amygdale va envoyer des neurotransmetteurs qui vont faire que les muscles vont se rigidifier, le cœur va s'accélérer, la circulation du sang sanguine va augmenter et ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous mettre en sécurité, c'est-à-dire pour pouvoir prendre la fuite, voire éventuellement combattre. Mais si au fur et à mesure que votre pas vous approche de l'objet et donc que vos yeux peuvent distinguer davantage l'objet en question, ils s'aperçoivent que ça n'est pas un serpent, que c'est plutôt un tronc d'arbre, eh bien en effet l'amygdale va se désactiver progressivement et alors tout le circuit va se rétablir et va revenir à un état normal. Donc cette amygdale, elle est là pour justement vous mettre en sécurité, vous avertir qu'il y a une menace qui se profile à l'horizon et qu'il va falloir faire quelque chose, soit en luttant, soit en se sauvant. Je reviens au TNF. Donc, il y a un signal corporel ici dans le TNF qui est interprété comme menaçant. Donc, par exemple, comme une sensation de faiblesse, un fourmillement, un vertige, une tension. Donc, l'amygdale s'active. Cette activation-là, elle va vous changer la respiration, comme je vous ai dit, la posture du corps, la tension musculaire, etc. Et c'est là que la boucle se referme. C'est-à-dire que plus la tension se focalise sur le corps, sur le geste, sur le mouvement, plus le mouvement devient conscient et contrôlé, surveillé. Or, un geste qui est surveillé, il perd de sa fluidité. C'est-à-dire qu'il devient coûteux, il devient rigide, il devient instable. Et cette instabilité, elle confirme alors un jugement initial, ou une croyance, si vous préférez. Tu vois, ça recommence. J'essaye de faire un pas, j'essaye de faire un mouvement. Non, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Donc il y a ici une espèce d'interruption entre la volonté qui veut quelque chose et l'exécution du mouvement. Quelque chose qui se brise. Alors cette croyance sous-jacente de tu vois, ça recommence à chaque fois, elle est inhibante, elle empêche, et ça signifie, ça veut dire que je ne vais pas réussir. Et donc la peur va s'intensifier, mon amygdale va s'activer davantage. Et alors on est face à une boucle comportementale. On va dire plutôt neuropsychologique. Il y a une menace, une attention, un surcontrôle, une variabilité, la preuve du vécu. Voilà, ça ne marche pas, la preuve. Et puis de nouveau une menace, je ne vais pas y arriver. Donc le patient n'a pas choisi ce script en boucle, il est entré dedans. Parce que le cerveau, face à l'incertitude, il choisit la surveillance, il choisit la mise en sécurité. C'est comme ça qu'on est fait, c'est un processus naturel du corps. Ce qui est adaptatif pour un danger devient un danger qui est réel, il devient maladaptatif quand la surveillance elle-même altère la fonction. Donc trop de surveillance finalement, ça finit par altérer le mouvement ou la fonction. Et voilà pourquoi dans certains contextes ont tendance à aggraver, c'est-à-dire vous avez un manque de sommeil, une fatigue, une surcharge émotionnelle, une hyperventilation, ou alors des gens autour de vous, une atmosphère sociale, et voilà pourquoi certaines stratégies améliorent l'attention dirigée vers l'extérieur, les gestes orientés vers un but ou un rythme, une double tâche. Donc on ne calme pas le TNF par un discours moral,
on le calme en modifiant les paramètres de la boucle. Donc on peut avoir en effet certains contextes qui risquent d'aggraver le geste ou d'aggraver la dysfonction. C'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la fatigue, le manque de sommeil, la surcharge émotionnelle, ou alors des gens autour de soi. Donc, à ce stade, il y a un mot qui devient central, c'est l'automatisme. Parce que la récupération dans le TNF passe rarement par plus de contrôle, elle passe par le retour à une motricité qui est moins surveillée, beaucoup plus automatique. L'habitude, c'est une seconde nature, disait William James. C'est-à-dire que l'habitude, au sens noble, c'est un chef-d'œuvre du cerveau. C'est ce qui permet à la vie de se dérouler sans que chaque geste soit un problème. C'est-à-dire que les circuits sensorimoteurs, les boucles d'apprentissage, la coordination cérébelleuse, la régulation frontostratiale, tout ça, ce sont des zones du cerveau qui sont en activation. Ça construit la motricité. Et ça construit une motricité qui est efficace, qui est robuste, qui est économe, pardon. Alors, je vous le donne sur le registre neuroscientifique. L'habitude, c'est pas une simple routine, ou plutôt pas une simple routine psychologique, c'est une forme d'organisation et de contrôle qui permet au cerveau de transformer une action d'abord coûteuse. Pourquoi coûteuse? Parce qu'elle est attentionnelle. Donc ça permet de transformer une action qui est coûteuse ou qui exige de l'attention en un programme qui est automatisé, c'est-à-dire qui est rapide, qui est stable, qui est peu coûteux en attention. Et ça correspond à un déplacement du pilotage, c'est-à-dire du contrôle délibéré vers des circuits qui sont procéduraux, qui sont capables d'exécuter une séquence avec un minimum de supervision consciente. Alors, on appelle finalement une habitude un comportement qui est déclenché de manière préférentielle par un contexte ou un indice, par exemple par un lieu, par une sensation, par un horaire, une émotion, une posture, etc. Plutôt que par quoi? Plutôt que par une décision qui est explicitement raisonnée à chaque occurrence. Donc, à l'inverse, le comportement qui est orienté vers un but, il repose sur une évaluation qui est beaucoup plus explicite. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est le meilleur moyen ensuite d'obtenir la chose? Et là, du coup, l'attention, elle est là, elle est très présente. Et donc, si elle est très présente, donc ça requiert une énergie au niveau du corps. L'habitude, elle, que nous dit-elle? Elle nous dit, dans ce contexte, j'ai appris que cette séquence marche et je la déroule. Donc, finalement, l'habitude, c'est une stratégie d'économie. Pourquoi? Parce qu'elle réduit la charge du cortex préfrontal, c'est-à-dire cette partie-là avant du cerveau, ici, celle qui est chargée de la planification, de l'arbitrage, de l'organisation et de la prise de décision. Ça réduit sa charge, ça stabilise l'action sous le stress, donc il y a moins de calculs, ça accélère l'exécution. En effet, quand il y a une habitude qui est ancrée, eh bien, on le fait beaucoup plus vite que si on devait mettre en place une attention. Et puis ça libère l'attention surtout pour autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez finalement, c'est un peu comme quand vous conduisez, vous pouvez tout à fait conduire parce que vous avez là une habitude qui est installée à tenir le volant, à appuyer sur des pédales, tout en conservant euh, ou tout en conversant plutôt. Vous avez quelqu'un à côté de vous, vous pouvez lui parler. D'accord? De même que vous pouvez marcher sans calculer chaque articulation. C'est l'habitude. Donc, l'habitude, c'est la civilisation de l'automatisme. Mais l'automatisme, le problème, c'est qu'il comporte un point faible. C'est-à-dire qu'il s'effondre quand on soumet un contrôle conscient qui est excessif. C'est un peu le phénomène du musicien qui pense trop à positionner ses doigts soit sur un clavier de piano, soit sur un manche de guitare ou de violon. Il pense trop à bien positionner ses doigts et finalement il finit par faire des fausses notes. Il en est de même pour le sportif qui se met à surveiller son geste et qui finalement finit par se rigidifier.
Et donc le TNF, il peut être compris comme une situation où le mouvement, au lieu d'être confié au circuit automatique, il remonte vers un contrôle qui est beaucoup trop conscient, trop vigilant. Et ça, c'est sous l'effet de la peur. Alors, on va expliquer un peu plus tard, plus en détail la chose, mais le patient, lui, il ne manque pas de volonté. Il est pris dans un mode de contrôle qui l'handicape, tout simplement. Alors, la rééducation, elle n'a pas vocation à forcer, mais à réinstaller un accès qui est fluide au programme moteur. Et c'est ça la restauration de l'automatisme. Je dis souvent d'ailleurs, on ne force pas un automatisme, on le réinstalle avec une méthode, avec des indices externes, une action qui est orientée, une progressivité, une répétition qui est intelligente, qui est lente et qui est patiente. Autrement dit, on offre au cerveau de nouvelles conditions où l'habitude, elle redevient possible et l'habitude ensuite devient un filet de sécurité. Donc on en arrive là au noyau thérapeutique. Comment cette réorganisation, elle s'effectue concrètement? Qu'est-ce qu'on appelle au juste une réorganisation neurofonctionnelle? Je reprends une autre idée de William James. Il dit la chose suivante: l'attention volontaire soutenue est une succession d'efforts répétés. La réorganisation neurofonctionnelle, en pratique, c'est l'art de modifier où et comment l'attention se place pendant l'action et de remodeler les boucles qui lient la sensation, prédiction, mouvement et peur. C'est donc une rééducation du mouvement, oui, mais aussi une rééducation de la relation avec le mouvement. Alors, cette relation avec le mouvement, je vais vous l'exprimer en quatre piliers. Premier pilier, il s'agit de comprendre. Pourquoi comprendre? Il ne s'agit pas de comprendre pour intellectualiser, ce n'est pas l'objet du tout, mais c'est pour réduire la menace. Quand le patient comprend que le symptôme, il relève d'une dysfonction qui est réversible, il cesse de chercher le pire. Il cesse de chercher le pire dans chaque sensation. Le cerveau, il sort un peu du mode danger, d'où l'importance de comprendre la chose. Deuxième pilier, il s'agit de démontrer que le mouvement peut revenir. Oui, mais comment? Alors pour ça, il faut trouver des moments ou des instants où le mouvement revient dans une tâche automatique, parfois en rythme, en double tâche dans un contexte qui soit moins évaluatif, moins regardant. Et cette démonstration est une preuve vécue. Elle dit le mouvement existe donc. Parfois en faisant un peu dériver la pensée ou en exerçant deux actes simultanés, on parvient par défocalisation justement à pouvoir faire le mouvement en question. Donc, et ça s'observe. Et à partir du moment où on l'a observé, on l'a démontré. Parce que c'est une observation, c'est une démonstration par empirisme. Troisième pilier, il faut réentraîner l'accès au mouvement sans surcontrôle. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'action qui est orientée vers un but, on va marcher vers une cible, on va suivre un rythme, on va porter un objet, on va synchroniser, on va varier. Le but n'est pas de muscler, mais de fluidifier le mouvement. Donc, on réentraîne l'accès au mouvement sans ce surcontrôle, mais simplement pour obtenir une fluidification. Et enfin, quatrième pilier, c'est que la plasticité, c'est-à-dire le système adaptatif, a besoin de répétition et la vie réelle a besoin de plans. Donc, que faire quand vous avez une fatigue qui augmente? Que faire quand vous avez un stress qui monte? Quand vous avez une peur qui revient? Eh bien, on construit une stratégie comme on construirait une hygiène de récupération. Et c'est ça qui va venir consolider et qui va venir prévenir. Et je veux insister ici sur une chose, c'est que la rééducation du TNF, c'est une rééducation de la confiance. Mais cette confiance, elle est construite. C'est une confiance qui est pas une confiance qui est demandée. On ne dit pas au patient, faites-moi confiance. C'est pas ça du tout. On va fabriquer
des expériences où la confiance, elle devient relationnelle. Et il en est de même de la confiance par rapport à soi. On va produire une expérience où justement cette confiance va se réinstaller par des petits gestes, justement. Et tout cela est solide. Mais il manque encore une dimension, c'est l'élan. C'est-à-dire que beaucoup de personnes comprennent, mais elles restent figées. Elles savent, mais elles n'osent plus. Et c'est ici qu'intervient la question de la motivation et de la résignation. Alors je m'explique. Encore une phrase philosophique, et j'établirai le pont avec le TNF. Nietzsche nous dit la chose suivante. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Ça signifie quoi? Dans le TNF, le pourquoi, c'est pas un grand idéal abstrait, mais c'est d'abord et avant tout quelque chose d'humain. Quoi, par exemple? De quoi on parle? Ben, comme le fait de reprendre un trajet, de faire ou de retrouver une promenade, ou de faire une promenade, ou d'aller chercher ses enfants à l'école, ou de recommencer un travail. En tout cas, sortir sans calculer chaque pas. Mais avant même le pourquoi, il y a une réalité neuropsychologique. Laquelle? Cette réalité neuropsychologique s'appelle la résignation. C'est une forme d'impuissance qui a été apprise, acquise ou développée, si vous préférez, avec le temps. Le cerveau conclut à force de répétition. Alors, je vous énonce ce que quelqu'un peut dire. Quoi que je fasse, ça ne changera rien. Je me suis planté un certain nombre de fois. J'observe que quoi que je fasse comme effort, ça ne change rien. Or, lorsque le cerveau conclut cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coupe l'énergie, il coupe l'initiative, il va interrompre l'élan. Alors, si c'était une personne, on dirait c'est pas moral de faire ça. Bon, mais c'est pas le problème. C'est surtout pas fonctionnel du tout. Et c'est justement là la différence entre résignation et acceptation. La résignation, c'est quoi? C'est l'abandon passif face à la réalité. Je baisse les bras. Et l'acceptation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'intégration active de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement s'adapter à la réalité telle qu'elle est. Et c'est ce qui nous fait avancer. C'est l'acceptation et non pas la résignation. Alors, comment est-ce qu'on remotive finalement lorsqu'on est en présence de résignation? On ne remotive pas par exhortation, par encouragement. On remotive par agentivité. Par une agentivité retrouvée. C'est-à-dire, je vous rappelle, l'agentivité, c'est le sentiment d'être l'auteur de son action, d'accord? L'agentivité, elle se reconstruit à partir de micro-victoires. C'est-à-dire qu'on établit ou on fixe des objectifs qui sont suffisamment petits, minimes, pour être plausibles, atteignables. Ils sont suffisamment répétés pour être crédibles. Alors, je vais énoncer quelque chose d'un peu paradoxal, mais qui est une réalité observée dans le TNF. La motivation, elle ne précède pas toujours l'action. Elle naît souvent après l'action réussie. Il n'est pas demandé à une personne d'être héroïque ou à un patient plutôt d'être héroïque. Il lui est proposé d'être entraînable. On lui propose d'entrer dans un cercle inverse, c'est-à-dire une petite action réussie, va s'en suivre une diminution de la menace, puisque j'ai réussi quelque chose, je me sens un peu plus en confort, un peu plus en confiance. Et donc, je vais pouvoir élargir mes actions, en faire davantage, avec un tout petit peu plus, une petite pincée d'ambition. Et ça, c'est un élargissement progressif vers la vie. Et c'est cela le retour à l'élan. Il ne s'agit pas de retrouver d'un coup ce qu'on a été, un ancien soi, mais d'ouvrir un futur progressif
ou plutôt progressivement habitable, ouvrir un futur progressivement habitable. Mais cette progression, elle suppose aussi un contenant, et ce contenant, c'est l'alliance. Dans le TNF, la qualité du lien thérapeutique, c'est pas un supplément d'âme, c'est un facteur de plasticité. C'est prépondérant. C'est ce qui permet l'adaptation. Vous savez, Simone Veil, je parle de la philosophe, hein, pas celle qui a proposé la loi pour l'avortement. Elle disait la chose suivante: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Une personne avec un TNF a souvent connu le soupçon, vous le savez, c'est psychologique. On va vous dire, vous n'avez rien, ou c'est dans votre tête. Bon, très bien. Quand bien même ces phrases sont dites sans méchanceté, elles blessent. Elles introduisent une deuxième douleur, la douleur de ne pas être cru. Et cette douleur, elle n'est pas neutre. Elle augmente la menace, elle augmente l'hypervigilance, elle entretient le symptôme. Donc l'attention ici, c'est une posture thérapeutique. Reconnaître la réalité du symptôme, expliquer la logique du trouble et surtout ne pas confondre responsabilité et culpabilité. Le patient, lui, il n'est pas coupable de ce qui lui arrive. Mais il peut devenir par contre acteur du processus de récupération si on lui donne une méthode, si on lui donne un cadre. Et dans la pratique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire parler un langage qui valide et qui guide. Ça veut dire éviter les explications qui sont totalisantes, du genre ça s'est passé dans votre enfance, ou alors c'est votre stress, etc., qui peuvent quelquefois déposséder la personne. Il va falloir construire une confiance épistémique, c'est-à-dire qui est basée sur la connaissance. Donc, je comprends ce qui vous arrive, et voici comment on peut ou on va expérimenter ensemble la chose. Or, lorsque cette alliance thérapeutique existe, alors la rééducation n'est plus une lutte contre soi-même, elle devient une coopération avec un système qui réapprend. Il reste une vérité qui est difficile, mais qui est essentielle. La récupération, elle n'est pas toujours linéaire. C'est pas un long fleuve qui suit ou une ligne qu'on trace. C'est pas ça la récupération. La récupération, c'est en dents de scie. Un jour ça va, un jour ça va un peu moins. Et c'est précisément là que beaucoup replongent dans la résignation. Il faut donc enseigner quelque part une philosophie de la trajectoire. Je vous rappelle une phrase de Canguilhem qui était importante: la santé n'est pas une conformité, c'est la capacité à recréer des normes de vie. La santé, c'est la capacité à recréer des normes de vie. Le TNF ne guérit pas toujours par une infection qu'on élimine. Il se modifie souvent comme un système d'habitude, par phase, par palier, avec des fluctuations. Et il est crucial de l'annoncer parce que sinon la fluctuation, elle devient une preuve d'échec. Du genre, j'allais mieux, c'est revenu. J'arrivais à faire le geste, j'arrive plus à le faire. De toute façon, tout est faux, je suis condamné. Non, il faut avoir conscience que ça fluctue. Et ça fluctue même très souvent. Le système, il est sensible et il est hypersensible à certains états. Comme par exemple, si vous êtes fatigué, eh ben vous allez moins réussir qu'à un moment où vous êtes un peu plus en forme. Si vous êtes en surcharge émotionnelle, vous allez réussir un peu moins que si vous étiez calme ou apaisé. Si vous êtes en stress, c'est pareil. Si vous manquez de sommeil, s'il y a un événement qui est survenu, un événement relationnel qui est survenu, ou que vous traversez une pression sociale, tout ceci, ce sont des facteurs qui peuvent remettre le cerveau en mode menace. Et le mode menace, il réactive le surcontrôle. Donc, il faut bien avoir conscience de ces éléments-là, de ces facteurs qui peuvent intervenir et modifier la linéarité, qui de toute façon n'existe pas. Lorsqu'il y a une rechute, ça n'est pas un verdict, c'est juste un signal. Un signal qu'il faut quoi? Qu'il faut réajuster tout simplement.
Il faut réduire la charge, il faut s'apaiser, revenir peut-être à des exercices plus simples. Peut-être qu'on a été un peu trop ambitieux à un moment donné. Oui, ça marchait, ça marche un peu moins. Bah, ok, c'est pas un drame. On revient un cran en dessous. On essaye de recréer une nouvelle habitude par rapport à des gestes un petit peu plus à la portée. On va réexternaliser l'attention. On va réintroduire progressivement ce qui a été évité justement pour pouvoir récupérer. Autrement dit, la trajectoire, elle se gère comme une navigation. On apprend à reconnaître les vents contraires, on apprend à corriger, on apprend à ne pas interpréter chaque secousse comme une catastrophe, et cela retire à la résignation son argument préféré, ça revient donc c'est fichu. Même si ça revient, ce n'est pas fichu, il va falloir réapprendre, se réhabituer. Le retour à l'élan est aussi un retour à l'intelligence de soi. Apprendre ses déclencheurs, en avoir conscience, apprendre ses ressources, apprendre à doser, c'est une compétence, c'est pas une chance. C'est une vraie compétence. Donc, quelque part, il va falloir faire travailler son radar ou son scanner interne pour pouvoir corriger lorsque ça ne va pas comme on l'aimerait, comme on le souhaiterait. Alors, j'en arrive à la conclusion et je veux conclure sur une idée qui paraît peut-être paradoxale. Reprendre la main ne veut pas dire tout contrôler. Reprendre la main ne veut pas dire tout contrôler. Pas de généralisation. Dans le TNF, c'est parfois l'excès de contrôle conscient qui verrouille. Reprendre à la main, c'est redevenir actif dans le processus. C'est rendre au corps sa capacité à agir sans surveillance. Spinoza disait la chose suivante, est libre ce qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature. La liberté, c'est pas une volonté magique qui vient s'imposer au réel. C'est une activité, comprendre les causes et agir en fonction de ça, en fonction de ces causes. Et c'est exactement ce qui est proposé ici, une espèce de clinique mature du TNF. Comprendre les mécanismes, puis agir sur les paramètres. Alors, je voudrais vous évoquer quelques petites phrases d'ancrage. Le TNF, il est réel. On le sait maintenant, on l'a assez dit. Il relève d'un dérèglement de la fonction, ça n'est pas une fiction. Et ça doit être une phrase qui est acquise pour tous maintenant. C'est un dérèglement de la fonction. Le mouvement, il est possible, il est parfois inaccessible dans certaines conditions. Dans certaines conditions. Mais il est accessible dans d'autres, c'est ça ce que ça veut dire. Si je ne réussis pas dans un contexte, il se pourrait que dans un autre contexte, je réussisse davantage. Le traitement, lui, il est actif, une rééducation spécifique. Il faut une attention, une action qui soit orientée vers un but et surtout de la progressivité et de la répétition. Et la motivation, elle se reconstruit, à savoir qu'elle se reconstruit par une agentivité qui est retrouvée, c'est-à-dire avoir le sentiment que je suis l'auteur de mes actes. Comment? Par des micro-victoires. Donc il faut pas être très ambitieux au départ. Il faut y aller vraiment par paliers, petits paliers, pour faire en sorte que l'horizon s'ouvre à nouveau. La résignation, elle, c'est pas une vérité, c'est juste un apprentissage. Il y a un signal ici. Je vois que je n'y arrive pas vraiment. Donc il va falloir réapprendre. Donc, le TNF n'est pas une condamnation, c'est un système qui s'est figé à un moment donné, c'est un système qui peut se remettre en mouvement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et la parole vous est donnée. Si vous souhaitez intervenir, il va falloir activer votre micro.